quand vous faites une acquisition, vous mettez en accord avec un gars qui va vous vendre sa boîte, il va rester, il ne va pas rester. Et à ce moment-là, vous allez créer une confiance sur un projet, sur le devenir de l'entreprise. Et c'est donc la capacité à créer cette confiance qui va faire le deal. C'est la même chose avec un collaborateur qui va prendre des risques, c'est une question de confiance. Un client qui vous donne des affaires, qui vous redonne des affaires, c'est là aussi qu'il a confiance en vous. Donc la notion de confiance, elle est partout. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Dans le précédent épisode, nous étions avec Deborah et Souleymane Jangaladima, qui est le cofondateur de Sapiens et son CEO. Sapiens est un family office augmenté qui accompagne Just Focus depuis le tout début. Il a évoqué une multitude de sujets financiers avec Deborah, en s'intéressant tout particulièrement au montage effectué dans le cadre de la reprise du groupe Bonum et de l'impact de ces transactions sur son patrimoine perso et pro. Deborah, tu as choisi ton invité, comme toujours sur Just Focus, et tu as choisi de venir avec Michel Vasser. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Michel, tu peux te présenter ? Et puis Deborah, tu nous diras juste après pourquoi est-ce que c'est Michel qui est là aujourd'hui ? Michel Vasser, si je veux caractériser ma vie professionnelle, peut-être je dirais que j'ai trois grandes parties. La première, c'est j'ai débuté dans l'industrie et j'ai développé pendant une vingtaine d'années mon expertise, mon expérience dans le domaine industriel, à la fois dans les entreprises américaines et dans les entreprises françaises, en dirigeant des équipes, plutôt des équipes nombreuses, jusqu'à 3-4 000 personnes. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai appris énormément. À la fois dans le domaine du management, bien sûr, parce que on n'apprend pas, on ne devient pas manager de quelques milliers de personnes sur un plan international, multisite, sans travailler. Et puis en même temps sur la transformation des entreprises, le progrès continu, l'amélioration, les ruptures, le redressement. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Première partie. Deuxième partie, j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise qui s'appelle Diam, que j'ai reprise en 2007 avec un fonds d'investissement. Et c'était une entreprise en difficulté, française. Et aujourd'hui, c'est un leader mondial, 4000 personnes, 500 à 4000 personnes. L'entreprise est présente dans 28 pays, donc ça veut dire beaucoup d'ouverture, beaucoup de recrutement. Un développement de l'entreprise extraordinaire. C'est une entreprise qui agit dans le domaine de l'installation de points de vente dans le domaine du luxe et de la cosmétique, dans les magasins, pour les grandes marques de luxe et cosmétiques, je ne veux pas les citer. Donc ça a été une aventure incroyable, et aussi sur le plan actionnarial, puisqu'on est parti de 5% du capital, et on a fini avec pratiquement 70% du capital. Voilà, avec l'âge, j'ai laissé à la fois mes opérations, mon rôle opérationnel dans le groupe à Françoise Raoul-Duval, qui dirige le groupe depuis 2020, grosso modo. Et puis j'ai revendu mes parts dans le groupe il y a maintenant 6 mois. Et ce qui me fait déboucher sur ma troisième partie de vie, que j'ai démarré il y a une dizaine d'années, en fait, qui consiste à accompagner des dirigeants. Et donc j'accompagne des dirigeants avec grand plaisir. Et c'est pour moi à la fois une façon de rester, comment dirais-je, l'esprit actif, et de mobiliser l'ensemble de mes ressources si j'en ai encore, et j'espère. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de transmettre tout ce que la vie m'a apporté à une génération de dirigeants qui, j'espère, en a besoin. En tout cas, ceux avec lesquels je travaille ont l'air de me témoigner un certain plaisir à travailler avec moi. Voilà, donc voilà mes 3 vies professionnelles. J'imagine du coup que Deborah fait
plutôt partie de la troisième vie. Absolument. Déborah, tu peux nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Mais j'ai eu la chance de rencontrer Michel au tout début de l'aventure Affinitas Bonum, même avant la reprise, et qu'on me propose un accompagnement avec Michel dès le démarrage. Et ça a été absolument déterminant, en fait. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée parce que quand on est dirigeant de quelque structure que ce soit, d'ailleurs, on est un peu seul, hein, et il y a plein de choses qu'on ne peut pas toujours partager aussi, même avec ses équipes ou avec son entourage familial non plus. Et puis évidemment, c'était ma première expérience de repreneuse, donc j'avais aucune expérience de dirigeante d'entreprise. Quand tu dis on, c'est par l'intermédiaire de Trajan? Oui, alors à la base, c'est Trajan qui nous a mis en relation et c'est Trajan qui m'a proposé cet accompagnement en me le conseillant. Et j'ai trouvé que c'était à la fois super d'avoir cette opportunité et une très bonne idée de me le proposer. Et donc, on a commencé à travailler ensemble avec Michel et ça m'a apporté énormément. D'abord, vraiment une capacité de recul et de prise de conscience sur un certain nombre de décisions, de choix, d'orientation que j'avais à m'apporter. Et puis, ça m'a apporté aussi la vision de quelqu'un qui avait fait quelque chose à la fois d'exceptionnel et puis sur la durée et qui avait donc vraiment cette légitimité aussi dans la capacité à construire un groupe en partant de quasi zéro. Donc j'étais vraiment très preneuse d'avoir cet accompagnement et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Toi, Michel, tu n'accompagnes que des repreneurs d'entreprise ou tu as aussi des entrepreneurs qui partent d'une feuille blanche pour le coup et qui créent... Non, dans la pratique, j'accompagne que des entreprises existantes qui sont matures de toute taille. La plus petite, c'est peut-être 30-40 personnes et la plus grosse, en ce moment, c'est 1500 personnes. J'accompagne en ce moment 12-13 dirigeants de façon régulière. Et dans ton coaching, j'imagine que c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois ou est-ce que tu as des, je sais pas, 3 conseils que tu redonnes à chaque fois au tout début d'un coaching, par exemple, et qui sont vraiment applicables à tous les dirigeants que tu as pu accompagner? Non, c'est sur mesure, c'est complètement confidentiel. Donc là, en l'occurrence, par exemple, avec Déborah, c'est complètement confidentiel vis-à-vis de Trajan. Et au fond, c'est peut-être le fil rouge, c'est moi, le rôle du dirigeant me passionne. Voilà, je pense que le dirigeant peut avoir un impact phénoménal sur une entreprise à partir du moment où il a confiance en lui, à partir du moment où il se concentre sur les points essentiels, les points clés, et à partir du moment où il anime une équipe et il va faire grandir une équipe. Voilà. Et ça, c'est tout simple, ce que je viens de dire, mais en fait, on met du temps à le comprendre en tant que dirigeant parce que on se sent observé, on se sent redevable, on se sent coupable quand les résultats sont un peu moins bons. Voilà. Donc, le travail que je fais avec les dirigeants, c'est essayer de les aider. C'est eux qui font le boulot. Hein. Déborah fait le boulot, moi je ne fais pas du tout. Et quand elle ferme la porte du bureau, moi je suis bien content parce qu'elle repart avec les soucis et les difficultés. Moi j'en ai aucune. C'est son sujet. Mais en la faisant réfléchir sur son impact, sur pourquoi elle fait ça, en posant un certain nombre de questions, je vais dans cette direction qui est une direction qui me passionne. Voilà, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Sur le rôle et l'impact du dirigeant à partir du moment où il se pose les bonnes questions. Que je recommande. Alors, dites-nous le titre du coup. Ça s'appelle « Diriger par les essentiels ». Ok. Vous trouverez ça en bonne librairie ou sur Amazon ou aux éditions Klog, K-L-O-G. Okay. Et au fond, c'est vraiment que du bon sens. Hein. Mais c'est des questions simples à se poser sur... voilà. Vous parliez tout à l'heure d'arriver dans l'entreprise, par exemple. Il y a beaucoup de dirigeants qui viennent avec un bagage qui est le bagage on va dire, qui correspond à la culture de l'entreprise ou des entreprises dans lesquelles ils étaient. Et ce temps d'observation de la culture, d'adaptation, de compréhension de la culture de l'entreprise dans laquelle j'arrive, c'est un élément majeur. Une culture, il faut en prendre soin. Il y a peut-être des choses à changer, mais il faut le faire consciemment. Donc il faut, par exemple, passer du temps pour bien comprendre la culture d'entreprise dans laquelle j'arrive avant de changer les choses. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses, moi, qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent, que j'essaie de transmettre. Et tu penses qu'un changement de dirigeant peut permettre un changement de culture d'entreprise? C'est possible de changer la culture d'une entreprise? Oui, doucement, en en étant conscient.
Ok. en faisant pas de bêtises. C'est-à-dire, il faut d'abord, comme disait Déborah tout à l'heure, il faut d'abord s'adapter à la culture. Parce que quand on agit contre culture, c'est beaucoup plus difficile que quand on agit dans le sens de la culture. Mais ça sert à rien d'agir contre culture. On va ramer, on va avoir des difficultés. Donc il faut commencer par comprendre qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent là, qu'est-ce qui fait qu'ils... Voilà. Donc non, moi je pense qu'un dirigeant peut avoir un impact phénoménal sur quelque entreprise que ce soit. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui changent radicalement en changeant de dirigeant. Voilà. Simplement, le chemin est parsemé de difficultés, il faut prendre les choses une par une, il faut avancer doucement. Moi, je préconise, en disant dirigé par les essentiels, je préconise ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il y a toujours quelques points clés sur lesquels le dirigeant doit s'impliquer de façon durable, continue, solide. Et j'appelle ça les essentiels, et c'est la priorité de son rôle. Tu peux les développer, ces points-là, ou pas? De tête Ben, chez Diam, par exemple, à un moment donné, alors, il y a eu la phase de redressement, premièrement. Et puis, à partir de 2011-2012, j'avais trois priorités, trois essentiels. Le premier que j'avais formulé comme ça, je me suis dit, si les 50 dirigeants clés du groupe Diam restent, grandissent, se développent, Diam n'a rien à craindre. Et donc j'ai transformé ça en essentiel. Et mon essentiel, c'était comment je fais pour faire grandir, pour impliquer encore plus, pour développer les 50 collaborateurs clés qui sont devenus 150. Et donc on a mis tout un tas d'outils au service de cette question. Un essentiel pour moi, c'est une question. Comment je fais pour ? Et à partir du moment où cette question est restée mon essentiel pendant peut-être une quinzaine d'années, on les a mis à l'actionnariat, on les a formés, on les a suivis individuellement, on leur a mis des parcours professionnels individuels. On a organisé des séminaires pour qu'ils communiquent entre eux, on a créé des réseaux entre eux. Voilà, on a déployé énormément d'outils progressivement, toujours pour répondre à cette question permanente. Et je pense que c'est ça le succès du groupe. C'est-à-dire qu'on est passé de 50 à 150 entrepreneurs ou intrapreneurs qui se sont appropriés la culture, l'envie, qui ont développé le groupe. Voilà. Ça a été ça le moteur principal. Donc sur cet essentiel-là, je pense que je ne me suis pas trompé. Puis j'en ai eu un deuxième qui a été... pour que les gens grandissent, il faut que l'entreprise grandisse. Et donc on a décidé à un moment donné un déploiement international, puisque l'entreprise était franco-française. La France ne représente que 1% de la population mondiale, grosso modo. Donc 99% de notre marché était à l'étranger. Donc on est devenu une entreprise mondiale. Donc on a travaillé pendant 15 ans pour ouvrir plein de pays. C'était ma deuxième priorité. Et puis ma troisième priorité, ça a été... au fond, quelle gouvernance est-ce que je mets en place? Quelle gouvernance faut-il pour éviter de prendre de mauvaises décisions? Alors, avec deux dimensions. Une dimension vers l'actionnaire, parce que quelquefois, les actionnaires vous imposent un certain nombre de choses qui peuvent être pas forcément pertinentes. Donc, comment on fait pour avoir un dialogue intelligent avec l'actionnaire? Et puis, deuxième chose, en interne, comment on crée une forme de conflictualité positive, de travail en équipe, d'intelligence collective, on dirait aujourd'hui peut-être, pour que tout ça, ça évite les mauvaises décisions. Comment on est suffisamment sincère entre nous, comment on se connaît suffisamment, comment on s'engueule suffisamment pour que les mauvaises décisions soient minimisées. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant pas mal de temps sur les deux sujets, et je pense que ça aussi, c'est un des succès du groupe. Une manière, je me permets, très opérationnelle. Comment ça s'est traduit pour créer cet esprit au niveau des équipes? Alors peut-être, vis-à-vis de l'actionnaire, peut-être un message très simple d'abord, c'est une transparence complète. Beaucoup de dirigeants hésitent à communiquer de façon complètement transparente parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils se disent, si j'en dis trop, on va me poser plein de questions, etc. C'est une grave erreur. Plus l'honnêteté, l'habileté suprême, disait, je ne sais plus d'ailleurs. Voilà, donc... je travaille avec les dirigeants beaucoup sur ça, sur leur mode de communication avec leurs actionnaires, pour répondre à côté actionnariat. Et côté interne, c'est, par exemple, grand 1, 90% de l'énergie client, assumée, dans mon métier. Ça veut dire que je me suis interdit tout séminaire, tout plan d'action, tous les trucs top-down là, qui consomment beaucoup d'énergie, par exemple. On a respecté ce 80%
de notre énergie destinée aux clients. C'est la culture du risque. Quelqu'un qui, je peux prendre des exemples, mais quelqu'un qui foire un projet, quand vous mettez un magasin en route, quelquefois on est en retard, on a des pénalités, etc., ça coûte un peu d'argent. Jamais j'ai passé plus d'une seconde. Tu m'as dit que tu t'étais planté sur tel truc, là, pas grave, ok, tu as appris en fait. Donc la notion d'entrepreneur interne, ça veut dire que l'échec n'est pas un sujet du tout. Sinon, les mecs vont pas recommencer si vous les plantez. En revanche, comment on les observe, comment on les aide, comment on les fait réfléchir sur l'équipe qu'ils mettent en place pour attaquer un projet de manière à ce qu'ils mettent plus de chances de leur côté, c'est partie des sujets qui sont... Voilà, beaucoup de transversalité, beaucoup aussi des organisations un petit peu innovantes, au sens où, tout à l'heure, Déborah le disait aussi, chez Diam, le premier niveau hiérarchique, ce sont des DG, directeurs généraux, et le deuxième niveau hiérarchique, ce sont aussi des DG. C'est-à-dire que l'entreprise a été découpée non pas par fonction, d'un côté, pour faire simple, production, commercial, marketing, RH, à ce moment-là où vous avez des gens qui, finalement, sur tous les sujets, sont en interface, sont obligés quand il y a un conflit, le sujet remonte au-dessus, et donc vous créez en fait de la dépendance au niveau du dessus, en ayant des DG qui rapportent à des DG, vous avez des gens qui ont une autonomie complète sur une zone et puis sur un pays. Et donc ils n'ont pas, quand ils ont un problème à régler, ils se regardent dans la glace et ils règlent le problème avec eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas un conflit entre le commercial et l'industriel à régler. Donc chef, qu'est-ce que je fais ? Ce qui est une relation pour moi immature. Bon, voilà, par exemple, donc un travail important sur les organisations pour s'assurer que chacun a son degré d'autonomie en transparence, en communication complète avec, et d'ailleurs, les deux niveaux du dessus. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre fonctionnement, mais c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. C'est des choses que j'ai prises au fur et à mesure de mon expérience de salarié. J'ai été chercher toutes les choses qui m'ont marqué, puis je les ai adaptées à ma façon de fonctionner. Voilà, par exemple. Donc, oui, moi je crois que le rôle du dirigeant, c'est grand 1, pas se tromper sur l'essentiel. Et l'essentiel à son niveau de direction générale ou de présidence, c'est 3-4 points, 5 points, c'est pas plus. Et ensuite, son deuxième rôle, c'est d'être un chef d'orchestre et de libérer l'énergie de tous les membres de son orchestre, de toute son équipe, en termes de confiance, de capacité à apprendre, en capacité à se développer, en termes de capacité à prendre des risques, en termes d'engagement. Voilà. S'il fait ces deux choses-là, c'est déjà bien. Super intense. En fait, c'est beaucoup une question de confiance. Comment est-ce que tu as confiance en toi et confiance dans tes équipes et tes actionnaires ? Absolument. Ouais. La confiance est un élément majeur. Ça vaudrait le coup de philosopher sur le sujet. Je pense qu'on est dans un monde où c'est probablement l'élément déterminant de tout. Quand vous faites une acquisition, vous mettez en accord avec un gars qui va vous vendre sa boîte, il va rester, il ne va pas rester. Et à ce moment-là, vous allez créer une confiance sur un projet, sur le devenir de l'entreprise. Et c'est donc la capacité à créer cette confiance qui va faire le deal. C'est la même chose avec un collaborateur qui va prendre des risques, c'est une question de confiance. Un client qui vous donne des affaires, qui vous redonne des affaires, c'est là aussi qu'il a confiance en vous. Donc la notion de confiance, elle est partout. Oui. Oui, hyper intéressant. Quand on préparait l'interview, Déborah, tu me disais que ce qui était aussi intéressant dans ton rapport avec Michel, c'était les différences de génération. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Alors peut-être Déborah déjà, qu'est-ce que ça t'apporte cette différence de génération ? Et puis je serais aussi curieuse de savoir, Michel, toi, qu'est-ce que ça t'apporte ce contact avec des entrepreneurs de générations différentes de la tienne ? Alors, moi, je ne sais pas tant si c'est l'aspect générationnel plus que l'aspect expérience, en fait. C'est surtout que Michel, il a une expérience que je n'ai pas et un recul. Et il est passé par un certain nombre d'étapes par lesquelles je suis pas encore passée. Et donc, d'avoir cette sagesse et cette expertise, c'est à la fois extrêmement rassurant. Et c'est aussi apprenant parce que ça me permet d'intégrer aussi plein de choses à travers son expertise. Je pense que ce qui est chouette, c'est que c'est un peu comme ce que j'ai pu vivre dans la transmission. Il y a une relation aussi qui se met en place un peu
presque dans l'affiliation, c'est-à-dire dans le fait de transmettre en vue de permettre à quelqu'un de plus jeune de faire son chemin. Mais là où je trouve que la manière dont le fait Michel est super, c'est que c'est toujours très respectueux aussi du style managérial de chacun, et donc c'est plus questionner et aider à se poser les bonnes questions que de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. L'idée, c'est plus d'aider à réfléchir en fait, et d'aider à avoir une vision un peu globale des enjeux. Ok, intéressant. Et toi, Michel, comment est-ce que tu te nourris? Alors, je sais qu'en plus, tu as d'autres activités, tu disais tout à l'heure, parallèles à tes activités de coaching. Comment est-ce que tu te nourris de ces rencontres-là pour déployer tes activités, et qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, je disais tout à l'heure, pour moi, l'objectif, c'est à la fois de maintenir une agilité mentale. Et ce que j'adore, c'est... je retrouvais ça quand je faisais des acquisitions, c'est de rentrer dans l'univers mental et dans l'univers organisationnel d'une entreprise, son marché, sa façon de fonctionner, ses équipes, et être capable de capter un maximum de signaux pour être pertinent. Il y a beaucoup ouvrir tous les chakras, écouter, sentir le stress, sentir la difficulté, sentir l'actionnaire. Et c'est de toutes ces informations-là dont j'essaye de m'imbiber, de ressentir, qui me permettent à un moment donné d'apporter la question qui va pointer sur les sujets justes. Voilà. Et là, ça demande une agilité ou une découverte de monde. Voilà, j'en ai 15 en ce moment, des dirigeants, peut-être. Ça veut dire qu'il y a 15 mondes là, dans lesquels j'essaie de sentir en permanence. Et ça change, hein, le dirigeant, il vient, il est fatigué, il a eu un problème avec son banquier, il a eu un souci, etc. Bon. Et j'adore cette expérience qui consiste à essayer d'en sentir le plus possible, d'en comprendre le plus possible avec finalement peu d'éléments. Voilà. Donc ça, c'est une certaine subtilité, je ne sais pas comment on peut dire. Et cette agilité-là, j'espère que j'en ai un peu, j'espère que j'apporte des choses, mais j'aime beaucoup. Donc moi, mon plaisir, il est là, c'est grand 1. Et puis, deuxième chose importante pour moi, c'est de redonner à une génération plus jeune que moi une partie de l'expérience. Déborah a une expérience aujourd'hui que moi, je n'avais pas du tout à son âge. Elle a bien des années d'avance sur moi. Et c'est un plaisir de pouvoir, à un moment donné, l'aider à réfléchir, lui poser des questions qu'elle ne se serait pas posées toute seule. Et j'ai vraiment un sentiment d'utilité sociétale, en l'occurrence. L'aspect générationnel, moi je dirais que l'essentiel, c'est plutôt l'acceptation c'est difficile d'accepter l'égalité presque. Je veux dire, voilà, elle m'apporte des choses, je lui apporte des choses, mais il n'y a pas d'ego dans le truc, il n'y a pas de... comment dirais-je, je trouve pas le bon mot, mais... Dans le rapport de force, tu veux dire, peut-être? Comment ? Il n'y a pas de rapport de force Il n'y a pas de rapport de force. Ou d'hierarchie. Voilà, il y a cette intelligence qui consiste à dire, je te pose une question, tu vas me dire un truc, peut-être ça me sera utile et je le prendrai, si c'est pas utile, bah, tu le prends pas. Et puis de mon côté, moi j'accepte, mais non seulement je l'accepte, mais je revendique. Je dis des choses, si c'est utile, tant mieux, si c'est pas utile, tant mieux aussi. Et si j'ai dit des trucs qui servent à rien, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'elle a la liberté, l'autonomie d'agir. Et évidemment que c'est vachement important que cette personne qui est en face de moi ne soit pas, non pas en dépendance, mais soit en indépendance. Bon. Et donc cette espèce d'équilibre-là dans la relation, il est intéressant, et il est intéressant des deux côtés. Et c'est pas facile d'être non plus à la place de quelqu'un qui vient voir un vieux couillon comme moi et qui lui dit bah, tiens, là-dessus, je sais pas. En tout cas, moi, à cet âge-là, probablement que j'aurais pas su le faire. Tiens, parce que c'est un aveu de faiblesse de temps en temps, ou ça pourrait être... Alors que c'est l'inverse, c'est un aveu de grande force. D'être capable d'aller voir l'autre en disant tiens, finalement, comment tu ferais toi là-dessus, même si j'ai une parfaite idée de ce que j'ai envie de faire, ne serait-ce que pour enrichir mon point de vue, c'est une grande force. Voilà. Donc je trouve, moi, dans la génération des gens de Déborah, de 35-40 ans, j'ai quelques dirigeants, j'en ai 3-4 qui ont cet âge-là, je trouve cette ouverture qui est probablement plus forte, plus puissante que celle que ma génération avait au même âge. Ok, super intéressant. Question très, très pratico-pratique. Vous voyez à quelle fréquence? Vous fonctionnez comment? Vous écrivez, vous appelez?
Alors, on se voit beaucoup. Ouais, mais à quelle fréquence? C'est quoi? C'est une fois par mois, une fois par semaine? Au départ, la première année, on se voyait à une fréquence plus élevée. Maintenant, on se voit une fois par trimestre. D'accord. Et entre deux rendez-vous, on s'appelle, on peut faire une visio, un call. Mais je trouve que le présentiel est important aussi. On partage plus facilement qu'en visio. Ouais, surtout sur des sujets qui peuvent être délicats, où il y a des vrais besoins de confiance. Ok, très intéressant. J'ai une dernière question à vous poser, à tous les deux. J'aime bien demander à chaque fois à mes invités de donner un conseil à notre audience. Et dans votre cas précis, je pense que le plus intéressant, ce serait que chacun vous puissiez nous donner un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait reprendre une entreprise. Quel conseil vous donneriez? Oula, qu'on n'a pas déjà dit. C'est très large. Moi, je vais répondre sur le rôle du dirigeant, plus que sur reprendre une entreprise, parce que reprendre une entreprise, il y a plein de façons de faire. Peut-être un dirigeant qui veut reprendre une entreprise, c'est simplement de s'y coller. Ça devient son essentiel. Il doit ensuite y passer du temps dans la « je sais pas » attitude. Voilà. Pour moi, un essentiel, c'est une question « comment je fais pour reprendre une entreprise ?» Et ensuite, c'est « je ne sais pas ». Et je vais rencontrer plein de gens en leur posant la question « comment tu ferais ?» etc. Et au fur et à mesure, je vais apprendre. Et au bout d'un moment, les opportunités vont se créer. Et ça, c'est vrai sur tous les sujets. Je veux me développer à l'international, je m'y colle. Je sais, j'ai 3-4 essentiels, je ne pars pas dans toutes les directions. Et puis ensuite, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas attitude, ça ouvre plein d'options, plein de portes. Voilà, donc pour créer son entreprise, je m'y colle, je le veux, je l'ai décidé, je le fais, je me mets en action, je passe du temps, je m'organise. Puis ensuite, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Super, accepter l'état de doute. Ça, c'est un vrai... Se mettre en état permanent de... À la fois, j'ai décidé de cet objectif-là, et c'est une tension, et je vais y aller, j'y mets du temps, je mets mon énergie. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que pour prendre... voilà, tout le monde dans l'entreprise, pour revenir sur le rôle du dirigeant, je sais que le dirigeant se colle à cet objectif-là, et on n'y échappera pas. Voilà. Et ça, c'est décidé, c'est à fond. Mais en même temps, il ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on accueille l'autre, on accueille les idées de l'autre, et on génère de l'énergie. Celui qui dit « je sais » est tout seul. Et toi, Déborah? Ouais, je pense quelque chose qui est totalement dans la lignée de ce que vient de dire Michel, c'est que si on a vraiment comme projet de reprendre une entreprise, c'est un chemin qui peut être long, semé d'embûches. Et donc, déjà, la première chose, c'est de ne pas abandonner. Si on est persuadé que c'est ce qu'on veut faire, il y a plein de manières d'y arriver. Mais déjà, il faut commencer par avoir la ténacité et la capacité à tenir la route sur ce projet-là. Et ça peut durer 1 an, comme ça peut durer 2 ans ou 3 ans. Il y a des gens qui ont mis plusieurs années à reprendre. Donc, il faut aussi adapter son projet de vie par rapport à cet objectif. Et ensuite, la deuxième chose, ça serait... le conseil qui, en tout cas, dans mon cas, moi, a très bien fonctionné pour moi, c'est de ne pas rester nécessairement arc-bouté sur l'idée d'être l'actionnaire majoritaire. Après, ça peut être le projet de chacun, hein. Mais moi, le fait d'avoir envisagé plutôt une reprise avec un partenaire financier et comme actionnaire minoritaire, je suis tout autant dirigeante de mon groupe et impliquée opérationnellement, mais le fait d'avoir eu un financement et un acteur, c'est pas juste du financement, c'est aussi du conseil et de l'accompagnement. À mes côtés dès le début, c'est une décision que je regrette absolument pas. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que souvent, quand on pense reprise, on pense je vais reprendre tout seul et puis je vais le mettre chez moi, ce qui peut être très bien à plein d'égards, mais moi je ne regrette pas d'avoir fait différemment. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. La semaine prochaine, vous aurez accès à l'épisode complet avec Déborah. J'ai ensuite décidé d'aller encore un peu plus loin autour de la thématique de la reprise d'entreprise, puisque c'est Tanguy Tozina, un des fondateurs du groupe Trajan, qui prendra la parole sous le format Focus Fonds, un format de 30 minutes ou parfois un peu plus, pour mieux comprendre son métier, tout savoir sur leur stratégie, les meilleures ou les pires histoires de participation et surtout comment choisir un bon fonds.